Kirk Douglas vient de mourir à l'âge canonique de 103 ans. Il était à la fois une légende du cinéma et une anomalie à Hollywood. En fait, une star d'une étoffe très particulière. Cela tenait à l'époque à laquelle il était apparu, dans la seconde moitié des années 1940, à un moment où les acteurs hollywoodiens passaient d'un style classique à celui de la méthode. Quelques années plus tard, Marlon Brando, Montgomery Clift prendraient d'assaut Hollywood. Mais Kirk Douglas se situait au carrefour de ces deux traditions, sans que l'on sache où le rattacher. Il apparaissait à la fois comme un jeune premier et un voyou, séduisant et maléfique. En fait, un insider dans le système et en même temps un outsider. En fait, un acteur inclassable. Il est connu de tous, du moins de ceux s'intéressant aux origines de l'acteur américain, qu'il était né Issur Danielovitch Dembski, le quatrième enfant d'une famille qui en comptait 7. Ses parents étaient des immigrants juifs de Biélorussie qui avaient fui le pays pour échapper à la pauvreté et à l'antisémitisme d'État de l'Empire russe. Douglas avait grandi à Amsterdam, dans l'État de New York, dans le plus profond dénuement. Je n'étais personne, comme il expliquera plus tard, une fois qu'il était en fait devenu quelqu'un. Il en avait conçu un certain ressentiment. Pour des raisons de survie, parce que l'antisémitisme était aussi une maladie américaine, pas seulement européenne, et pour des impératifs professionnels, où dans bien des milieux, être juif constituait un handicap insurmontable, Issur Danielovitch avait tenté de faire carrière sur scène sous le pseudonyme d'Izzy Dembski. Puis il avait choisi, pour la postérité, celui plus passe-partout de Kirk Douglas. Et c'est une amie, juive elle aussi, l'actrice Lauren Bacall, qui avait fait circuler le nom et le visage de Kirk Douglas à Hollywood. Passé d'une famille juive tutoyant la misère au firmament hollywoodien, la trajectoire de Douglas ressemble à celle d'un conte de fées, de ceux qu'affectionne tant le melting pot américain. Sauf que l'assimilation chez Douglas n'a jamais tout à fait fonctionné. Dans les années 1940, et ce depuis très longtemps, il n'existait pas de place à Hollywood pour les acteurs juifs souhaitant le rester. Paul Muni, Edward G. Robinson, Jeff Chandler, John Garfield avaient fait carrière dans des rôles d'Italiens, de Français, de Chinois, d'Indiens, mais certainement pas de Juifs. Douglas était d'une autre étoffe. Sa judaïté restait indélébile, car il la voulait ainsi. Un cas à part, en fait, parmi les stars juives américaines, car il n'hésitait pas à incarner des personnages juifs. Un rescapé de la Shoah, par exemple, dans Le Jongleur d'Edward Mitrick en 1953. Ou alors, le colonel Mickey Marcus, le colonel chargé de créer une armée israélienne à la veille de l'indépendance de l'État juif, dans l'ombre d'un géant, en 1966. Quand il incarnera, en 1960, l'esclave révolté contre l'Empire romain dans Spartacus de Stanley Kubrick, Douglas envisagera son personnage comme un guerrier juif, proche des luttes du jeune État d'Israël, se battant pour son émancipation. À côté de Kirk Douglas, Issur Danielovitch ne se trouvait jamais très loin. Dans son autobiographie, Le fils du chiffonnier, l'une des meilleures autobiographies jamais écrites par un acteur, Douglas relatait de nombreux épisodes où, à Hollywood, certains de ses pairs, acteurs, réalisateurs, persuadés d'avoir affaire à un Américain, se répandaient en propos antisémites. Douglas en concevait une rage inextinguible. Une rage qui deviendra sa signature à l'écran. Douglas ne semblait pas en lutte contre un monde qu'il vomissait et qui, en partie, le vomissait en retour. La rage de Douglas venait de bien plus loin. Sa colère se révélait brute et ne racontait rien d'autre qu'une colère. C'est ainsi qu'il faut envisager les personnages emblématiques incarnés par l'acteur. Vincent Van Gogh dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh, le producteur Démiurge dans Les Ensorcelés, le journaliste cynique du gouffre aux chimères de Billy Wilder, ou alors le quinquagénaire dépressif de l'arrangement d'Elia Kazan. Il y avait un autre aspect chez Douglas. C'était un homme de conviction. Il suffit de penser pour cela à l'officier courageux refusant la crapulerie et le cynisme de ses supérieurs de l'armée française durant la Première Guerre mondiale, dans Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick.
Cette conviction n'était pas seulement une posture à l'écran. En insistant, durant le tournage de Spartacus, pour que le scénariste Dalton Trumbo, placé sur la liste noire en raison de ses sympathies communistes, se trouve non seulement engagé, mais soit également crédité au générique du film, Douglas avait porté un coup fatal à la liste noire. Il y a une certaine ironie à constater que c'est un acteur au pseudonyme écossais, au physique si américain, n'hésitant pas à incarner à l'écran des passages antipathiques, voire méprisables, qui fut longtemps le seul, bien avant la génération d'acteurs juifs de la fin des années 60, symbolisés par Barbra Streisand et Woody Allen, à clamer son identité juive à l'écran. La rage de Douglas, si perceptible à l'écran, ne racontait après tout qu'une seule histoire, celle d'un homme qui s'est toujours battu pour rester lui-même. Douglas, bonsoir, merci Bonsoir. d'être devant nos caméras. Quelle impression tout d'abord de revoir Paris, qui est plein de souvenirs pour vous? Oh oui, c'est toujours un grand plaisir pour moi de retourner à Paris, la scène de crime, parce que c'était ici que j'ai fait la connaissance de ma femme il y a des années. Anne. Oui, et quand je suis arrivé à Paris il y a presque 40 ans, j'ai commencé avec tous des Français pour faire un film dans deux versions, en anglais et en français. J'ai fait un film qui s'appelle L'acte d'amour, avec Danny Robin et Tolle Litvak. Il était le metteur en scène. You going to the Oscars or the Golden Globes? With the moon up, look at you, and it's so true, I swear by my head. Te alegras de oírme, ¿eh? Veo que también te gusta la música. Tenemos mucho en común. Gracias, pequeña. ¿Te apetece una copa? ¿Eh? Oye, ¿te gustaría probar una flavelina oculina? Yo ya lo he hecho. Está muy sabrosa. ¿Quieres? Te lo aseguro, Esmeralda. Tú eres la única en esta nave que ha logrado entenderme. Dame un beso. Me has hecho cosquillas. A ver tus bigotes. Oye, tendrás que afeitarte. Empiezas a parecerte a Nemo. Volvamos a empezar. No seas perezosa. There was old man Nemo, fed his crew on worms and fishes, eat for breakfast. Slimy cold on seaweed dish. When they ate it, they knew it wasn't meat, but they tasted it, smelling like a reef. Huh?